Alors, toujours les chroniques développées par rapport à celles qui figuraient dans le numéro 84 de Bifrost. Là, on en arrive au dossier consacré à Robert Howard, où j'avais livré une chronique donc commune pour Elborac et Agnès Lanoir. Je vais en faire ici des chroniques séparées et nettement plus développées, et personnelles aussi sans doute. Donc on commence par Elborac, où l'on poursuit la collection de Bragelonne consacrée à Robert Howard. À l'instar du Seigneur de Samarcande, lu il y a quelques années de ça, et d'Agnès Lanoir, postérieure, Elborac ne relève pas du fantastique ou de la fantaisie. Le dénominateur commun est l'aventure. Si d'autres de ces récits relèvent en outre du genre historique, ce n'est sans doute pas tout à fait le cas pour ces nouvelles-ci, qui se déroulent dans un passé très proche par rapport à leur rédaction. Le début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale pour la plupart de ces textes, avec cependant au moins une exception pour le dernier, qui prend place en 1917. Mais il y a certes un autre point commun, avec au moins le Seigneur de Samarcande, et c'est l'Orient. El-Borak, ou le Rapide en arabe, c'est un certain Francis Xavier Gordon, et les circonstances de sa genèse sont assez troubles, comme souvent quand les déclarations de Robert Howard sont la principale source d'information. À l'en croire, il s'agit là d'un de ses plus vieux héros, un qu'il avait conçu alors qu'il n'était qu'enfant, et de même pour Bran McMorn d'ailleurs. En fait, il est plus que douteux que ce personnage soit apparu en bloc et sous ses noms dans l'œuvre juvénile d'un Robert Howard qui, par ailleurs, ne s'imaginait sans doute pas encore auteur professionnel à l'époque. Cependant, demeure l'idée d'esquisses successives, ressuscitées à plusieurs reprises, et qui, partant de vagues brouillons enfantins, allait aboutir au personnage tel que nous le connaissons, dans une série de nouvelles conçues entre 1933 et 1936, à la fin de la carrière de l'auteur. En fait, la dernière nouvelle ici compilée, Le Fils du Loup Blanc, est probablement un des derniers textes sur lesquels Howard a travaillé avant son suicide. Le personnage, ainsi, s'il n'a probablement pas le charisme d'un Conan ou d'un Solomon Kane, ou la sombre majesté d'un Bran McMorn, a quelque chose d'une figure idéale ayant traversé toute la carrière du jeune auteur, témoignant de sa prédilection pour l'aventure, et les pulps qui vont avec, plus prestigieux et rémunérateurs que Weird Tales, y placer ses textes n'en était que plus délicat encore, et pour le cadre oriental. L'Afghanistan surtout ici, l'Arabie ou le Moyen-Orient éventuellement. Tout cela assaisonné de traits typiques de l'auteur. Comme souvent chez Howard, nous n'en savons finalement que fort peu sur le personnage, ou plus exactement sur sa biographie. Francis Xavier Gordon est d'origine texane, bentien, et irlandaise au-delà, rebentien, et d'un physique plutôt ramassé mais costaud, avec quelque chose de picte éventuellement. Son surnom arabe, mais typique du bon texan, lui vient sans doute de sa rapidité à dégainer, encore qu'il soit tout aussi efficace avec une épée qu'avec un pistolet. Pour des raisons qui ne sont jamais vraiment précisées, Gordon s'est rendu en Orient et y a mené l'intégralité de sa carrière. En tant que Texan, il n'est pas exactement une figure de civilisé dans un cadre spécifiquement américain, il est un pionnier à cet égard, mais en Orient, il correspond bien à cette figure du blanc qui rompt tout lien avec la civilisation pour vivre au milieu des barbares, les clans afghans pour l'essentiel. Il a ses modèles historiques, surtout l'étonnant Sir Richard Francis Burton, même si l'on n'a pas manqué d'évoquer aussi Laurence d'Arabie. En fait, dans la dernière nouvelle du cycle, Gordon est même nommément associé à l'auteur des 7 piliers de la sagesse. Mais si ces aventures ont un cadre plus ou moins colonial, avec la mainmise de l'Empire britannique, qui a cependant maille à partir sur le terrain oriental avec d'autres intérêts et ambitions, de la Russie tout particulièrement, Gordon n'est pas à proprement parler un héros colonial. Au mieux, les Britanniques l'indiffèrent, même s'ils confessent, à un moment au moins, préférer l'emprise anglaise dans la région à tout autre, quand bien même c'est par défaut. Et il vit au milieu des colonisés en totale indépendance. À vrai dire, les dits colonisés qu'il fréquente sont bien sûr tout aussi indépendants. En fait, les Occidentaux dans les nouvelles d'Elborac sont souvent des ennemis. Et il y a là sans doute un trait vaguement colonial pour le coup, même paradoxal à première vue. Il faut presque toujours qu'un blanc tire les ficelles. Les indigènes sont systématiquement manipulés, ou presque. Ou au mieux, ce sont donc des gens qui ne sont pas à leur place, là où lui y est parfaitement. Reste un point à aborder avant de faire le détail des nouvelles. Nous avons tendance aujourd'hui à associer immédiatement Howard à la fantasy, éventuellement au fantastique, disons globalement au weird. De son vivant, pourtant, il avait connu des succès conséquents, voire supérieurs, dans des genres totalement détachés du surnaturel, etc. Par exemple, ses aventures de boxe centrées sur le marin Steve Costigan, ou plus tard ses westerns humoristiques autour de Breckinridge Elkins, sans même parler des avatars de ces deux-là.
Elborak, à tout prendre, s'insérait donc parfaitement dans cet aspect de l'œuvre howardienne. Mais il y demeure, du moins, une certaine tentation du weird. Si le surnaturel n'est à proprement parler jamais de la partie, mais on n'en est sans doute pas très loin avec le singe géant de la version longue de la mort à triple lame, Howard use par contre bien volontiers d'une thématique abondamment employée dans ses récits fantastiques, celle de la civilisation ou au moins de la cité perdue, avec une certaine dose de conspirationnisme qui va bien. Cela contribue sans doute, encore que d'une manière un brin paradoxale, à singulariser ce pan de son œuvre, mais cela a aussi une autre conséquence, à vrai dire typique de ces intégrales exhaustives, dont le rythme de lecture n'a pas grand-chose à voir avec celui d'un fan d'alors lisant les textes directement dans les pulps, c'est pour le moins répétitif. Et bien sûr, l'action débridée et riche de violents combats en rajoute encore une couche dans cet aspect. Passons maintenant aux détails des 7 nouvelles composant le recueil, assez longues pour la plupart, et dotées de titres aussi répétitifs que fades, une constante chez l'auteur. Encore que globalement Glenn Lord y a eu sa part, tirant lui-même des manuscrits de Howard qui en étaient dépourvus. On commence avec les épées des collines, où notre héros tente d'empêcher le déclenchement d'un périlleux conflit généralisé en Asie centrale. Le conspirationnisme est donc d'emblée de la partie, en cherchant à échapper aux Turcomans et Afghans aux ordres du cruel hongrois Hunyadi, le méchant européen qui tire les ficelles. Elborak tombe par hasard, hop, sur une civilisation perdue, ben tiens, descendant directement des troupes d'Alexandre le Grand, forcément. En fin de compte, on a là à peu près tout Elborak, du coup, mais en condensé et d'autant plus convenu. La fille d'Erlikran est une nouvelle bien plus ambitieuse que la précédente, mais elle s'est pourtant avérée une déception. C'est d'autant plus regrettable que j'en ai énormément aimé le début, qui bénéficie d'une très belle ambiance, avec ces deux Anglais hautement suspects que guide un peu naïvement Francis Xavier Gordon dans une région très mal fréquentée de l'Asie centrale, non loin d'une inquiétante montagne abritant, cette fois pas tout à fait une civilisation perdue à proprement parler, mais du moins une ville vaguement mythique et largement inaccessible, bâtie par des ersatz kirghizes de satanistes, façon yézidi peut-être, c'est un thème sur lequel l'auteur aura l'occasion de revenir. La trahison des deux Européens n'a rien d'une surprise. Mais la situation dans laquelle ils abandonnent Elborak est suffisamment terrible pour susciter et entretenir l'intérêt du lecteur. Et peu importe à cet égard que le récit tourne très vite, et une fois de plus, à la vengeance pure et simple. Les problèmes sont ailleurs, et par la suite j'ai trouvé que ça ne marchait hélas plus du tout, du fait d'une motivation bien improbable des méchants, franchement on n'y croit pas 2 secondes, débouchant sur un récit enchaînant les rebondissements, soit improbables, soit convenus, ainsi de cette nécessaire princesse qui se fait nécessairement enlever. Un autre constante et pénible. Elborak, en chef de guerre d'une tribu barbare, partagée entre la cupidité et sa conception très spécifique de l'honneur, ça n'est pas sans charme, et ça reviendra. Mais tout le reste paraît tellement terne, et les scènes récurrentes où les méchants expliquent à grand renfort de détails et tout de go comment ils ont en fait survécu, mouahaha, sont vite bien navrantes. Le Faucon des collines est, à en croire la postface de Patrice Louinet, la meilleure nouvelle du recueil. Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Elle est bonne, oui, bien meilleure que celle qui précède sans doute, mais pas plus enthousiasmante que cela à mes yeux. Et si les récits qui suivront sont tous critiquables pour une raison ou une autre, ils n'en ont pas moins régulièrement de bons moments eux aussi, à même de les amener à rivaliser avec celui-ci. Mais il y a dans cette nouvelle des choses intéressantes, c'est vrai. Francis Xavier Gordon y est pleinement intégré dans le monde des clans afghans, au point de se retrouver personnellement impliqué dans les querelles de sang du coin. Victime d'une abjecte trahison qui a coûté la vie à ses amis à la tête d'un certain nombre de clans, le Texan s'improvise à son tour chef de guerre afghan dans un combat qui ne pourra prendre fin qu'une fois la vengeance accomplie. Ce que n'est pas en mesure de comprendre l'anglais Willoughby, incarnation sur place du pouvoir colonial, autant dire de la civilisation, quand Elborak est plus barbare que jamais. Étrangement ou pas, Willoughby est le principal atout de la nouvelle. Plus ou moins personnage point de vue, il a bien plus de chair et d'âme que bon nombre de personnages howardiens hors tête d'affiche. Il n'a rien d'un méchant par ailleurs, c'est simplement qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Ce qui n'en fait pas un demeuré pour autant, juste un type qui n'est sans doute pas à sa place dans ce schéma et est bien amené à l'admettre en définitive. Censé servir d'arbitre dans la vendetta, il n'est certainement pas envisagé comme tel par les antagonistes. Pour les méchants, il est une menace, et pour Gordon, un outil. Quant à son agenda métropolitain, il a quelque chose d'absurde dans un cadre pareil. Encore que pas tout à fait, dans la mesure où une autre puissance européenne est en fait de la partie, encore une fois,
mais sans que le personnage en tant que tel en soit pénalisé donc. Mentionnons aussi le décor de la forteresse d'Akbar, qui parvient à intéresser bizarrement, alors qu'elle est peu ou prou imprenable, assurant largement la sécurité d'Elborak et de ses hommes. Mais Gordon n'est pas du genre à rester en place et va au-devant des combats. Une bonne nouvelle, oui. Je ne ferai pas pour autant une lecture exceptionnelle, et quelques traits lourdingues l'affectent bien, comme cette fâcheuse manie des méchants, mais tout autant de Gordon ici, d'exposer toute l'ingéniosité et éventuellement la fourberie de leur plan. Les méchants sont ici très très fourbes, en voyant aux orties une chose superflue que l'honneur, avant de se sauter à la gueule. Mais globalement, j'ai apprécié cette nouvelle, c'est vrai. Suit le plus long récit consacré au héros, La mort à triple lame, qui atteint les dimensions d'un court roman. C'est sans doute sa faiblesse. Il est inégal, souffre parfois de remplissage et d'une cohérence peut-être pas toujours au top. Mais globalement, j'ai bien aimé en fait. Le côté complot démesuré dans tout l'Orient, aussi improbable soit-il, ne m'a pas déplu. Et si le procédé n'est décidément pas bien original de la cité coupée du monde, encore que peut-être moins qu'on pourrait le croire, ça me paraît plutôt bien fonctionner ici. Il est vrai que la dite civilisation relève plus ou moins du cliché, et sans doute déjà à l'époque. Il est vrai aussi que la novella est peut-être plus que jamais le cul entre deux chaises, louchant sur le surnaturel sans totalement se l'autoriser. Il est vrai enfin que certaines reprises accompagnant le thème de la cité perdue passent plus lourdement, ainsi de cette énième princesse tout juste bonne à être enlevée, et que connaît forcément Alborak, tombant dessus par le plus grand des hasards, comme dans la fille d'Erliekran, quoi. Mais l'aventure est épique, ne manque pas de souffle, et les combats éventuellement monotones à s'enquiller plein de howard d'un coup m'ont paru mieux coulés ici en fait, notamment la grande bataille finale où la stratégie a sa part si l'audace et la force brute en ont une prépondérante. Notons que Francis Xavier Gordon ici a plus ou moins au début du récit un rôle d'arbitre dans un conflit opposant l'amir de Kaboul et un chef de clan, comme un Willoughby finalement, mais conscient de son environnement. Il n'est pas dit que le personnage y gagne en cohérence, mais ça ne m'a pas déplu. On trouve dans les appendices une version courte de cette novella, mais j'ai tendance à la considérer plus inachevée que courte. L'action est exactement la même ou presque sur la majeure partie du récit. Notons tout de même que Howard a un peu étoffé le caractère de la cité cachée, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. Puis d'un seul coup, tout s'accélère et va beaucoup trop vite. Dans les 40 ou 50 pages qui giclent, certes le singe géant passe à l'as, mais aussi la longue bataille désespérée qui conclut le récit et que je trouvais plutôt sympathique. Le sang des dieux change radicalement de cadre. Adieu les collines afghanes et place à l'Arabie, pour un récit dont il est précisé qu'il a lieu après ceux déjà lus, même s'il est pour Francis Xavier Gordon, du moins je le suppose, l'occasion de revenir là où il a gagné son surnom arabe. Quoi qu'il en soit, Elborak s'y enfonce seul dans le désert pour secourir un ancien ami, un russe mystique qui a voulu jouer au prophète érémitique, mais dont les trésors suscitent la convoitise d'une bande de brigands européens emmenés par l'anglais on ne peut plus fourbe Hoxton, une sorte de jumeau maléfique de Gordon. En ce qui me concerne, c'est une réussite. La lecture en bloc des nouvelles de Howard dans ses volumes tendant à l'exhaustivité a souvent quelque chose de lassant, je l'ai assez répété, tant les sujets se répètent et l'action omniprésente plus encore. Mais ici, les scènes de combat, etc., ont presque toujours un petit plus qui les distingue. J'ai tout particulièrement aimé l'affrontement pour un puits avec les Bédouins, Elborak seul contre tous s'engageant dans une lutte vraiment désespérée, et cette fois ce caractère est palpable, bien plus que dans bon nombre de nouvelles prétendant user de ce ressort. Et le rythme enlevé du récit n'interdit pas l'approfondissement de quelques personnages. Notamment Hoxton, avec qui Gordon est contraint de nouer une alliance temporaire, mais pas moins paranoïaque, pour soutenir un siège dont le caractère oppressant est fort bien rendu, mais aussi le russe, de son nom arabe à loisir, devenu fou du fait de l'isolement, ou pas. Oui, pour le coup, la toute fin m'a sans doute un peu déçu. Mais ça demeure un bon récit, très efficace. En fait, c'est peut-être celui qui m'a le plus parlé dans le recueil, même s'il ne bénéficie pas du sous-texte du Faucon des collines. C'est de l'aventure à l'état pur, mais c'est très bien comme ça. On retrouve le cadre afghan avec les fils de l'aigle, mais pas tout de suite. L'aventure commence à San Francisco, de manière assez improbable, introduisant un Américain du nom de Brent qui sera bien vite amené à errer à Kaboul puis dans les collines afghanes, où il n'a bien sûr pas sa place, et se fait très vite capturer. Par ailleurs, Elborak lui-même n'arrive que très tard dans la... Oui, non, bon, d'accord, hein, il l'a bien avant, sous une identité secrète, mais on s'en doute. La nouvelle, par ailleurs, joue encore une fois de la cité cachée, avec des relents de complot mondial, toujours plus ou moins crédibles. Mais figurez-vous que j'ai bien aimé.
Dans sa postface, Patrice Wheeler relève des facilités de la part de Howard à partir du milieu environ, et oui, sans aucun doute, inclut le méchant qui raconte tout son plan diabolique à Brent sans la moindre raison. Quant à la fin, elle est clairement expédiée. Mais il y a quelque chose, je trouve. Une ambiance, en tout cas. Avec de beaux moments, y compris dans les parties incriminées d'ailleurs. J'aime bien la scène du souk, par exemple. Et la couverture de Francis Xavier Gordon est assez savoureuse. Son identité secrète implique en outre d'user de points de vue différents, essentiellement celui de Brent du coup, et ça fonctionne plutôt bien. Le héros gagne à être ainsi vu de l'extérieur, ou plus que d'habitude disons, mais cela renvoie sans doute au Willoughby du Faucon des collines. Quant à la cité des voleurs, elle acquiert, de par son attachement aux coutumes qui la fondent, aussi absurde et parfois contradictoire soit-elle, un supplément d'âme qui fait parfois défaut aux autres variations sur ce thème rencontrées précédemment dans le recueil, et il y en a un paquet. Le recueil se conclut avec Le Fils du Loup Blanc, un récit plus court que la plupart de ceux qui précèdent, et assez différent par ailleurs, notamment en raison de son cadre. Pas tout à fait l'Arabie, plutôt le Moyen-Orient, mais, et c'est là qu'est la différence essentielle, un peu plus tard, en 1917. Le conflit mondial y joue un rôle à la fois essentiel et bizarrement marginal. Disons qu'une certaine ambiguïté est maintenue à cet égard. Tout commence avec une garnison turque qui se mutine, le lieutenant Osman ayant été pris de folie des grandeurs. Dans la foulée du mouvement nationaliste qui agite l'Empire, il rejette l'islam, mais ne s'arrête pas là. Honorant le loup blanc, il entend reconstituer le royaume touranien de ses ancêtres, avec lui tout au sommet, et lance sa petite troupe dans le pillage et le massacre des environs. Mais El-Borak est là, hein. El-Borak qui, bizarrement là encore, est supposé se battre aux côtés de Laurence d'Arabie, lequel monte du sud avec ses bédouins. Mais Francis Xavier Gordon est seul quand on le croise, et amené à lutter contre Osman dans l'esprit d'une querelle de sang à nouveau, plutôt qu'en fonction des alliances du conflit mondial. Je ne sais trop que penser de cette nouvelle. À mains égards, elle me paraît ratée. Même si Howard s'éloigne des intérêts des puissances européennes dans la région, dans le cadre spécifique du récit, j'ai tout de même du mal à gober ce Gordon en compagnon de route de Laurence. Par ailleurs, le coup de l'espionne allemande, femme censément dure mais qui se réfugie bien vite dans les bras musclés d'Elborak, bof bof. Et le retournement final la concernant ne passe vraiment pas, sans même s'étendre sur son nom révélé. En fait, il anéantit banalement le mince intérêt que sa présence pouvait malgré tout susciter, en dépassant donc les uniformes. C'en est presque parodique. Mais la nouvelle n'est pas totalement sans intérêt. En fait, il est une chose qui la singularise, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que ça la sauve, et c'est son étonnante ultraviolence. Howard, dans ses récits, n'est certes pas vraiment un tendre de manière générale, mais là c'est quand même la catégorie au-dessus, avec ce dingue d'Osman incitant ses hommes aux pires exactions. Le héros ne peut qu'assister, et de manière assez graphique, au massacre des femmes enlevées par les mutins, ainsi que de leurs enfants. Le sadisme à la petite semaine d'Osman menaçant l'espionne de son fouet avec quelque chose de vaguement ridicule prêtant à sourire, mais la suite, pas vraiment, non. Bizarre tout ça. Bilan, c'est sans doute un peu médiocre, mais globalement ça se lit. Elborak n'est probablement pas le héros le plus charismatique créé par Howard, et ses aventures sont bien répétitives à force de cités cachées et de querelles de sang. Mais nous sommes vers la fin de la carrière de l'auteur, et sa maîtrise se sent régulièrement. Même s'il y a des pinces ça et là, l'habileté de Howard, notamment dans sa manière de narrer les scènes d'action, est flagrante. Un volume réservé aux fans, sans doute, ce que je ne suis probablement pas tout à fait. Mais ça se lit, oui. Ah si, un point positif en plus. Les illustrations de Tim Bradstreet sont vraiment superbes. À mon sens, c'est le plus bel ouvrage de la collection sous cet angle, et de loin.